Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir. On va donc faire ce petit direct didactique sur l'arrêt cardiaque, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Alors, vous allez souffrir que j'essaie de faire quelques mises en place là, notamment, je dois pouvoir mettre sur la plateforme une vidéo qui va un peu nous guider dans la prise en charge. Alors, donc, soyez patients. Où est-ce que je fais? Alors, ici, là. Je peux d'abord présenter. Je suppose que vous voyez ça. Bon. Moi, le petit villageois, je commence à être pas mal. Voilà, je pense que vous voyez la vidéo. Bon, on la regarde d'abord. On va la regarder plus d'une fois. On va l'analyser. It's still that man for more than 30 minutes. No, you will meet up now. Where you want to say that you meet up now? More than 30 minutes for this one. OK. La vidéo est terminée. Je vais voir si je peux. Est-ce qu'on peut la remettre? Alors, ajouter à la scène, ça veut dire quoi? Voilà, OK. Donc, vous voyez le fameux pilote, future victime, qui fait ses courses. Bon, j'ai un peu raccourci la vidéo, hein, qui fait ses courses. Il va maintenant régler sa facture et il tombe subitement, sans signe d'alerte, sans aucun signe d'alerte. Il tombe subitement et il y a des vigiles qui sont là, le vigile qui était juste à côté, qui regardait et qui l'a vu tomber, qui a couru. D'autres aussi, d'autres vigiles. On voit un second vigile dans jaune, plus voilà, donc les témoins qui viennent. Et je sais pas, on voit pas très bien, mais probablement on le retourne pour le mettre en position It's still that man for more than 30 minutes. latérale. Vous voyez que on ne voit aucun geste de massage. Aucun geste de massage n'est vu. For this one. Voilà. Le vigile le met en position latérale. Voilà. Les autres gens sont là comme des badauds. Ils observent. Il est en position, vous voyez, il est en position latérale
de sécurité. Enfin, déjà pas bien faite, hein, mais on va dire qu'il est en position latérale. Voilà. Aucun massage. Les gens observent, voilà, c'est tout. Ils ont fait leur boulot, ils regardent, un peu comme ce fameux, vous vous souvenez, alors, là, pour l'instant, on va, on va revenir à ça, voilà. Un peu comme ce fameux invité, convive, témoin de mariage dans une fête, je crois, congolaise aux États-Unis, qui faisait donc son petit show et est allé remettre, je sais pas trop quoi, avec une écharpe. Et on a vu comment au ralenti, il tombait raide mort. Les gens sont venus, ils ont accouru, ils l'ont allongé. Il y a des gestes qu'ils avaient bien faits, notamment lui enlever la ceinture, les chaussures, pourquoi pas, mais aucun massage. Aucun massage n'avait été prodigué et la personne était décédée. Ici aussi, on a vu qu'il y a eu donc euh, témoin de la scène et nous reviendrons sur la notion de témoin de la scène qui a fait un geste habituel finalement que tout le monde fait ou du moins beaucoup de gens font. On ne pense qu'à ça. C'est tourner le patient sur le côté et on l'a laissé là, voilà, tranquille. Tout le monde observait. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et finalement, le cœur finit par s'arrêter définitivement. C'est ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Là, il fait sa pause. Là, il est possible qu'il ressente une petite gêne. Il est possible. Parce que ça peut arriver que vous ressentiez soit des petites palpitations, bon, vous dites ça va passer, une petite douleur, ça va passer, mais paf, ça passe pas, ça s'aggrave, vous tombez. Collapsus postural. Collapsus postural, c'est-à-dire que vous perdez tout votre tonus vasculaire. Le sang ne passe plus. Le sang n'arrive qu'au niveau du cerveau. Et la commande cérébrale est éteinte. Vous tombez, paf. En ce moment, le cœur, soit il s'est arrêté, soit il bat la chamade. Soit il bat la chamade et il y a encore possibilité de faire quelque chose. Mais faire quoi? Nous verrons ça. Et là, on voit le vigile qui s'évertue à prendre le bras, à tourner le bras, tourner le corps pour le mettre sur le côté. Le monsieur est sur le côté et vous vous imaginez ce qui se passe dans son organisme. Au niveau, attendez, là, il faut que je positionne bien. Oh là 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 là. J'ai un souci au niveau de mon appareil. J'espère que ça va tenir. Excusez-moi, parce qu'il faut que ça tienne. Alors, donc nous allons parler de l'arrêt cardiaque. C'est quoi l'arrêt cardiaque? Quels sont les facteurs de risque
de voir son cœur s'arrêter. Comment prévenir un arrêt cardiaque? C'est que pour que le cœur ne s'arrête pas. Comment on prévient ça? Pour prévenir, il faut pouvoir identifier même les facteurs qui concourent à l'arrêt cardiaque. Maintenant, si on n'arrive pas à prévenir, on va voir si tous les arrêts cardiaques peuvent être prévenus. Est-ce qu'on peut, par des méthodes scientifiques médicales, toujours prévenir un arrêt cardiaque? Et si, par malheur, on n'arrive pas à prévenir et que l'arrêt cardiaque survient chez un individu bien donné, quelles sont les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire? Comment on réanime un patient pour le sortir de cette situation critique qui est inéluctablement fatale si on ne fait rien? Nous allons donc voir toutes ces étapes-là pour que demain, si vous arrive d'être en face d'une telle situation, que vous puissiez avoir le bon réflexe ou les bons réflexes. On parle des 3 gestes qui sauvent. 3 gestes qui sauvent. Et vous allez retenir ça. Une fois qu'on est en face d'une victime, une fois qu'on a reconnu l'arrêt cardiaque, il y a 3 gestes qu'il faut faire et qu'il faut bien faire. Nous verrons ça. Mais ça, c'est un peu la fin du topo. Le début du topo, c'est de savoir en fait ce que c'est qu'un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque se définit comme étant la cessation d'activité du cœur. C'est quoi l'activité du cœur? Le cœur, c'est un organe creux rempli de sang et qui doit éjecter le sang dans tout l'organisme. Le cœur pompe le sang des grosses artères du cœur qu'on appelle l'aorte et l'artère pulmonaire vers la petite circulation, les poumons, pour oxygéner le cœur. Ça revient à oxygéner le sang au niveau des poumons, ça revient au cœur et le cœur pompe ça dans tout l'organisme, le cerveau. Le cœur lui-même reçoit du sang. Les viscères, c'est les organes qui sont là à l'intérieur. L'estomac, les intestins, le foie, la rate. Les poumons eux-mêmes reçoivent du sang. Les reins et tous les autres organes du corps. Tous les tissus reçoivent du sang à partir de ce que le cœur fait ceci. Or, le cœur bat à une fréquence qui va de 60 à 90, voire 100 par minute. 60 à 100 par minute. Et ça, c'est important à retenir pour la réanimation cardiaque. La fréquence cardiaque, la fréquence du cœur. 60 à 100 par minute, on parle d'un rythme normal du cœur, une normocardie. Si le cœur, au lieu de faire entre 60 et 100 par minute, il fait, par exemple, à 50 ou à 40 ou à 30 par minute, on va parler de bradycardie. Bradycardie, ralentissement du rythme cardiaque. Si le cœur, au lieu de battre entre 60 et 100 par minute, va plutôt battre à 110, 120, 130, 140, 150, 160, on parle de tachycardie. Tachycardie. Et donc, les 2 extrémités du rythme cardiaque, la bradycardie, qui peut finalement aller vers la pause cardiaque qu'on appelle asystole. Asystole, c'est-à-dire que le cœur ne bouge pas. Un cœur très lent, 40, 35,
30 par minute. Ce n'est pas bon. C'est un cœur qui va s'arrêter. Un cœur qui est très rapide, c'est un cœur qui n'est pas bon, qui va s'emballer, qui va fibriller. On parle de fibrillation ventriculaire. Fibrillation, tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire. Et c'est un cœur qui va s'emballer et un cœur qui bat la chamade a exactement la même fonction ou du moins le même dysfonctionnement qu'un cœur qui bat lentement. Les deux extrémités aboutissent à ce que le cœur n'arrive plus à pomper le sang dans l'organisme, le cerveau et plutôt les organes. Donc, on va parler d'une hypoperfusion des organes à cause d'un cœur qui ne se contracte pas bien. Soit parce qu'il bat trop lentement, il va même s'arrêter à systole, soit il bat trop rapidement, tachycardie ventriculaire, et il va finalement fibriller, fibrillation. Les deux ont la même conséquence, c'est l'arrêt circulatoire. L'arrêt circulatoire. Donc, un arrêt cardiaque, c'est une cessation d'activité du cœur. Donc, un arrêt circulatoire, le sang ne circule plus. À cause soit d'une asystole, le cœur cesse de battre, soit à cause d'une fibrillation ventriculaire, le cœur bat la chamade. C'est ça l'arrêt cardiaque. Maintenant, l'arrêt cardiaque a des circonstances de survenue. Et selon la circonstance de survenue, selon comment est-ce que on constate que le cœur s'est arrêté, la personne, un cœur qui s'arrête, c'est la personne qui perd connaissance, qui n'est pas en vie. La différence aussi entre l'arrêt cardiaque et par exemple, quand vous avez entendu parler de syncope, qui est une perte de connaissance brève, c'est que l'arrêt cardiaque devient définitif si on ne fait rien. Si on ne masse pas le malade, si on ne défibrille pas, c'est-à-dire qu'on ne met pas les patchs avec l'appareil qu'on appelle un défibrillateur. Si on ne défibrille pas, le cœur ne va pas repartir. Le cœur va s'arrêter définitivement. Alors que la syncope, qui est une perte de connaissance brève, c'est un cœur qui s'arrête quelques secondes et il repart. Et il se met à travailler. Mais l'arrêt cardiaque, lui, a besoin de secours, absolument. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on dit toujours, un patient qui a fait un arrêt cardiaque, il faut le secourir, sinon il va mourir. L'arrêt cardiaque, donc, peut survenir devant témoin ou en absence de témoin. Vous êtes avec un individu, vous êtes en train de causer et la personne tombe, raide morte, inconsciente. Vous êtes en train de jouer, la personne tombe. Vous êtes au magasin, vous voyez quelqu'un qui fait les courses et vous voyez la personne tomber. Là, c'est un arrêt cardiaque. Donc, c'est une perte de connaissance devant témoin. Et ça s'est passé rapidement, en quelques secondes, jusqu'à 1 heure. Un arrêt cardiaque, quelqu'un qui est décédé, alors que 1 heure avant, elle avait été vue en vie, en bon état. Donc, l'arrêt ou le décès est survenu dans un délai d'1 heure après le début des symptômes. On parlera d'un arrêt cardiaque certain. Un arrêt cardiaque certain, c'est-à-dire que c'est le cœur qui s'est arrêté. Si vous étiez avec une personne et 24 heures plus tard, vous apprenez que la personne est décédée, 24 heures plus tard, alors que vous étiez, donc il y a 24 heures, vous étiez ensemble, elle ne se plaignait de rien, et vous apprenez qu'elle est décédée, la personne est probablement décédée d'arrêt cardiaque. Probablement décédée d'arrêt cardiaque. Si c'est devant témoin, dans un délai d'1 heure, après le début des symptômes, c'est certainement
un arrêt cardiaque. Et cette définition, elle est importante, elle est fondamentale pour connaître, la cause. Est-ce que c'est le cœur ou c'est autre chose? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tous les cas de figure, quand on meurt définitivement quand le cœur s'est arrêté. Le cœur finit toujours par s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut comprendre la notion de arrêt cardiaque, décès par arrêt cardiaque. Décès par arrêt cardiaque. Ça veut dire que c'est l'arrêt du cœur qui a causé le décès. Or, le cœur finit toujours par s'arrêter quand on meurt. Mais si on meurt, je prends un exemple, d'un accident de la voie publique, de la circulation. On était dans une voiture, on conduisait et tout, paf, collision frontale, tant. Vous avez eu un choc au niveau de la poitrine avec ébranlement et rupture des organes internes et parmi lesquels est tuyau l'aorte. Vous avez par exemple une rupture de l'aorte. Donc le sang va gicler partout. Vous allez mourir par perte de sang. La cause de la mort ici, là, ce n'est pas l'arrêt cardiaque. Mais le cœur va finir par s'arrêter parce que dès que vous vous videz de votre sang, ben, le cœur n'a plus matière à travailler puisque le cœur a pour fonction d'éjecter le sang de son contenant vers tout l'organisme. Mais s'il n'y a plus de sang, le cœur va cesser de fonctionner. Donc, il y aura, dans tous les cas de figure, un arrêt cardiaque. Si on va faire un électrocardiogramme à cet individu, on va voir que le cœur va normalement, peut-être même vite, parce que bon, comme il perd du sang, il faut compenser. Donc, il y aura un hyperdébit. Mais à un moment donné, le cœur commence à ralentir parce qu'il n'y a plus de sang. Le sang s'est vidé et il finit par s'arrêter. Il y aura une assistance. Mais la cause de l'arrêt cardiaque ici, là, est secondaire. Enfin, l'arrêt du cœur est secondaire à la cause principale qui est un accident de la voie publique avec hémorragie interne et le sang s'est vidé. C'est peut-être ce que Cabrel Nanjip a eu. Vous vous souvenez? Cabrel Nanjip, accident de la voie publique. Peut-être qu'il a fait une hémorragie interne et tout, voilà, et puis donc le cœur s'est arrêté après. Ça, c'est par exemple une cause non cardiaque de décès. Mais le cœur finit toujours par s'arrêter. Je vous donne encore, par exemple, un autre exemple, qui est que le malade a la COVID, détresse respiratoire, fulminante, les poumons sont atteints, partout. C'est pourri de partout. La personne n'arrive pas à respirer. Sous machine, rien. Le malade va développer donc une détresse respiratoire, un choc septique avec déflagration du tonus. C'est-à-dire que les artères n'arrivent plus à maintenir une pression pour que le sang circule bien dans tous les organes. Il y aura une défaillance multiviscérale, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, syndrome hépatorénal, voilà, sepsis partout. Le malade va finir par décéder, pas à cause du cœur, mais le cœur a un coup après. Et donc, l'arrêt du cœur va être secondaire. Donc, si on fait aussi un électrocardiogramme, on verra bien le cœur qui bat normalement et après, et puis il y aura une pause. C'est ce qu'on appelle la mort biologique. Donc, ici, on ne parlera pas d'un arrêt cardiaque, mais on parlera de décès d'autres causes, avec pour conséquence l'arrêt cardiaque. Mais donc, chaque fois que vous entendez arrêt cardiaque, il est décédé d'arrêt cardiaque. Ça veut dire que le malade n'avait pas autre chose que la maladie du cœur. C'est le cœur qui s'est emballé.
Le cœur maintenant, pourquoi le cœur va s'emballer? Pourquoi le cœur peut s'arrêter ou s'emballer? Surtout quand on ne s'y attend pas. C'est pour ça qu'on parle de mort subite cardiaque. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que le cœur s'emballe, s'arrête et tout. La personne n'est peut-être pas malade, ou même si elle est malade, elle a une maladie qui est stabilisée. On a bien le droit d'être malade même du cœur, mais avec des traitements et tout, le malade, il est stable et tout. Et nous, les médecins, en ce moment-là, on n'est pas inquiets, on sait que le malade, il va bien, on le revoit de temps en temps, on fait un check-up, on contrôle les trucs, tout va bien, ça va. Si ce malade-là, il est, vous l'avez vu, 1 heure avant, il se plaint de rien et il décède, c'est arrêt cardiaque. Dans un délai d'1 heure après le début des symptômes, c'est parce qu'il n'y a que le cœur, il n'y a que l'emballement du cœur qui peut entraîner une mort rapide. Il n'y a que l'emballement du cœur. Évidemment, si le malade a fait un accident de la voie publique là, qui saigne la rage, ben, là, on a une cause apparente, on sait pourquoi. Mais toutes les maladies chroniques et autres, même l'AVC, vous faites un AVC, vous entrez dans le coma, ça dure souvent, ce n'est pas en 1 heure. L'AVC ne tue pas en 1 heure de temps. Et j'ai vu, à propos de notre pilote, paix à son âme, qui est décédé, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens ont marqué AVC et arrêt cardiaque. Non, non, ne faites pas cet amalgame. L'AVC, c'est une chose. L'arrêt cardiaque, c'est une autre chose. C'est deux complications d'un même système, le système vasculaire, puisque c'est les vaisseaux. Mais les causes sont différentes. Et les mécanismes de survenue ne sont pas les mêmes. Donc, ne dites pas que quelqu'un a fait l'AVC et il a fait l'arrêt cardiaque. Non. Soit il a fait l'arrêt cardiaque, soit il a fait l'AVC. Soit il est décédé d'AVC, soit il est décédé d'arrêt cardiaque. Mais si le malade là, qu'on a vu, et d'ailleurs, on va remettre ça, si ce malade était décédé d'AVC, donc il avait fait un AVC, il était aussi rapidement. Il était dans le coma. On l'a transporté à l'hôpital. Cela peut être décédé après plusieurs heures. Mais là, dans ce cas-ci, c'est n'est autre chose qu'un arrêt cardiaque. Donc, le primo movens, c'est l'arrêt cardiaque. Alors, comme je vous ai dit, pourquoi, bon, on va revenir sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai un souci là. Alors, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez, parce que là, j'ai fait une petite fausse manipulation. Écrivez
Écrivez-moi là si vous m'entendez. OK, vous m'entendez. D'accord, c'est très bien. Alors, donc, je disais ceci. Donc, et la thrombose veineuse, c'est quoi? Non, la thrombose veineuse, c'est autre chose. Vous savez que le système cardiovasculaire est compartimenté. On a le cœur qui pompe dans le sang, fait sortir le sang propre, le sang rouge, va le faire sortir vers les cavités gauches, le ventricule gauche, l'aorte, vers tous les organes de la tête et du reste du corps. Le sang rouge pour alimenter le cœur, pour nourrir, pour alimenter les organes, pour nourrir nos tissus. Mais des tissus maintenant arrivent au cœur, donc sortent des organes. Le mauvais sang, le sang bleu, le sang qui a les déchets et qui est riche en gaz carbonique, qui va revenir au cœur droit. Et du cœur droit, l'oreillette droite, le ventricule droit, ça ira dans les poumons pour être oxygéné. Donc, ce sang sale, riche en gaz carbonique, va arriver au niveau des poumons, va échanger, le sang va échanger le gaz carbonique contre l'oxygène, qui va donc enrichir ce sang, qui redevient propre et qui revient au niveau du cœur par les veines pulmonaires. Donc, c'est ça la circulation sanguine. Et c'est pour ça qu'on parle de système cardiovasculaire. Or, le système vasculaire a donc deux compartiments. Le compartiment artériel qui amène le sang dans les organes et le compartiment veineux qui ramène le sang des organes vers les poumons en passant par le cœur droit. Donc, une thrombose veineuse, c'est-à-dire qu'il y a des caillots au niveau du lit veineux. Ces caillots-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent circuler, arriver au niveau du cœur droit, oreillette, ventricule droit, et après aller dans les poumons. Et si ça va dans les poumons, ça peut boucher une artère pulmonaire et être à l'origine d'une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, si elle est importante, si l'embolie, les emboles, bloquent des artères de gros calibre, on va donc avoir une interruption du sang dans une partie importante des poumons. Donc, un infarctus pulmonaire dû à une occlusion d'une grosse artère pulmonaire, embolie pulmonaire. Donc, si l'embolie pulmonaire est importante, ça va entraîner une augmentation de la pression artérielle pulmonaire. Si la pression artérielle pulmonaire est très augmentée, en sachant que chez le sujet adulte, elle doit être inférieure ou égale à 30 mm de mercure. Mais on peut avoir une pression pulmonaire qui va augmenter à 40, 50, 60, 70, voire 90 mm de mercure. On approche déjà la pression artérielle systémique. Or, le ventricule droit, c'est un ventricule qui a une épaisseur moins importante que le ventricule gauche. Donc, l'épaisseur de la paroi libre du ventricule droit est de petite dimension. Et donc, un ventricule qui n'est pas assez épais a du mal à travailler contre une pression qui est importante. Donc, la post-charge du ventricule droit va augmenter beaucoup plus que le ventricule droit ne peut travailler.
Et ce ventricule va donc rapidement être dépassé par la pression due au caillot de sang qui a obstrué l'artère pulmonaire. Et ce ventricule, qui doit aussi éjecter comme le ventricule gauche, va être dépassé par l'augmentation de la post-charge. Et il va donc se fatiguer. Défaillance ventriculaire droite. Cette défaillance ventriculaire droite va être à l'origine d'une insuffisance cardiaque droite. Mais ça peut aussi être à l'origine d'un choc cardiogénique, baisse de la pression artérielle. Parce que le sang qui arrive dans les poumons est celui-là qui va dans le ventricule gauche après et qui va donc déterminer la pression artérielle pulmonaire, la pression au niveau de l'aorte. Or, parce qu'il y a une embolie pulmonaire, le sang n'est pas évacué du ventricule droit. Donc, même le ventricule gauche après va recevoir très peu de sang. Et le ventricule droit, qui est défaillant, va être à l'origine de ce choc cardiogénique. On peut avoir perte de connaissance. C'est pour cette raison que vous voyez des patients peuvent faire des syncopes, perte de connaissance brutale et tout. On l'amène aux urgences, on check tout, on voit qu'il y a une embolie pulmonaire. Mais même là, vous parlez donc de la thrombose veineuse qui peut se compliquer d'embolie pulmonaire, de choc cardiogénique. Il peut avoir un arrêt cardiaque à cause d'une embolie pulmonaire. Mais donc, c'est un arrêt cardiaque qui est secondaire à une embolie pulmonaire. Le décès, ici, est rapide, il peut être rapide, mais il est souvent moins rapide que si c'est le cœur lui-même qui est malade. Parce que, par exemple, le cœur a eu un infarctus, ou alors il y a eu un emballement ou une pause à cause de plusieurs raisons qui vont entraîner une pause. Non, toujours dit que là, on est quand même dans la sphère cardiovasculaire et avec pour cause directe ou quasi directe la maladie du cœur, la souffrance du cœur à cause d'une embole. Alors, pour revenir donc à l'arrêt cardiaque de manière globale et générale, je disais ceci. En général, les personnes bien portantes, entre guillemets, sont souvent celles qui font donc des arrêts cardiaques. Les personnes bien portantes ou, entre guillemets, bien portantes, sont souvent celles qui font des arrêts cardiaques. Car il y a des études avec la pyramide de Maybourg qui a démontré que, en général, quand le cœur est malade, surtout quand la fraction d'éjection, donc la force de contraction du cœur est affaiblie, on est plus susceptible de faire un emballement du cœur et de décéder d'un arrêt cardiaque. Mais on sait aussi que ces personnes-là, malades du cœur, elles sont souvent suivies, traitées, surveillées, elles se surveillent elles-mêmes et le corps médical surveille. Avec des médicaments qui de plus en plus aujourd'hui sont performants, sont efficaces pour améliorer les choses. Et finalement, les grands malades cardiaques sont même ceux qui sont le plus protégés d'un arrêt cardiaque. Par contre, ceux qui sont un peu malades ou pas malades du tout, donc c'est la population générale. C'est dans la population générale que bizarrement, on rencontre en nombre absolu le plus de cas d'arrêt cardiaque comme ce pilote que vous avez vu. C'est dans la population générale. La population des gens bien portants, je suis à l'aise, je suis bien portant, je joue au foot tous les dimanches. Bon, mais je fume juste, maintenant je fume devant 5 cigarettes par jour. Bon, oui, c'est vrai que ça fait depuis que je n'ai pas fait de sport, hein. Je regarde la télé, je grignote là. Bon, oui, c'est vrai que bon, le ventre a un peu pris du poids, j'ai quelques kilos en plus, voilà, bon, j'ai une petite tension,
Bon, on m'a trouvé un petit diabète là, bon, mais ça va quand même. Bon, bon, de temps en temps, je fais des écarts, mais bon, ça va. Vous voyez que je suis déjà allé dans les facteurs de risque d'arrêt cardiaque. Quelles sont les personnes qui sont susceptibles de faire un arrêt cardiaque? Ce n'est pas le grand malade cardiaque qui a été hospitalisé plusieurs fois. Il est là-bas, il a même été intubé une fois. Il est sorti. On lui a dit que bon, il a un cœur, il a une fraction d'éjection à 35%. On a fait une coronarographie. Bon, il y a une cardiopathie ischémique, donc les artères sont un peu bouchées. Bon, on a dilaté, on a mis des stents. Il a des médicaments, des antiagrégants plaquettaires. Il avait d'abord une double antiagrégation plaquettaire. Maintenant, il a juste de l'aspirine, mais il a aussi une statine parce qu'il avait un peu de cholestérol. Il a un bêta-bloquant, il a un IEC. Voilà. Celui-là, s'il est discipliné, en plus, on lui a dit qu'il faut cesser de fumer. Et il a vu la mort parce qu'il a fait un infarctus. Il a cessé de fumer. Il fait un peu son sport sous contrôle médical et tout. Celui-là, il va finalement très peu aller vers un arrêt cardiaque. Mais l'autre, qui a 45 ans, 50 ans, 55 ans, il a arrêté même de faire le sport. Bon, il a eu un boulot, là, il a un peu d'argent, comme ça, là, bon, il va toujours chez Mamie Nyanga qui a un circuit là, bon, il mange bien là, les bières, tout ça là, bon, il a soit les petites, voilà, et puis bon, le ventre commence à sortir. Mais la petite lui a dit que c'est même le ventre là, Sugar Daddy, ça, il faut quand même avoir un petit ventre. Quand tu as un petit ventre là, on ne te respecte pas. Bon, le problème de ce petit ventre là, c'est un peu relatif. Que, euh, le gars, il n'a pas un ventre plat comme pour moi, comme ça là. Lui, pour lui là, tu vois, ça, c'est quand même sorti là et tout ça. Bon, il fume. Fumer, ça veut dire que voilà, je suis un homme important. Il fume, il a un petit diabète et tout. Donc, il a une accumulation de facteurs de risque de faire un arrêt cardiaque. Parce que celui-là qui a obésité, surtout obésité abdominale, tabagisme, un peu de mauvais cholestérol parce qu'il mange n'importe comment, un peu de diabète. En plus, il est même hypertendu. Et tout ça là, il est sédentaire, il ne fait pas de sport. Celui-là va développer l'athérosclérose, dont la maladie des artères, la mauvaise graisse va s'accumuler progressivement. Et comme il ne fait même pas de sport, donc il peut même ne pas avoir des douleurs à l'effort et tout. Il est là. Et de jour au lendemain, il a une grosse douleur. Une grosse douleur. Mais il supporte. Il est là, il supporte. Il n'arrive pas. Et quelques temps après, on a qu'il est décédé. Parce qu'une artère s'est bouchée à cause de l'accumulation des facteurs de risque de mort subite. Donc, quand on a un certain âge, on a dépassé la quarantaine, si on fume, si on est obèse, si on est diabétique, si on est hypertendu, si on est sédentaire, on ne fait pas le sport, on court le risque de voir son cœur s'arrêter. Imaginez donc, dans la population générale, quelque pays que ce soit, imaginez les sujets à risque de mort subite. C'est des sujets qui ont ce profil-là. Obèses, hypertendus, diabétiques, mauvais cholestérol, ne font pas de sport. Quand vous accumulez tout ça là, beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Donc nous sommes tous un peu des morts ambulants. C'est ça les facteurs de risque. Et donc vous comprenez, en plus, si vous ajoutez l'âge, plus on avance aussi dans l'âge, plus il y a le vieillissement de nos organes et donc même des artères.
qui font que on court un risque. On court un risque. Donc, ça, c'est les facteurs de risque de faire un arrêt cardiaque. Mais n'oublions pas que l'arrêt cardiaque peut arriver à tout âge. Il y a l'arrêt cardiaque du nourrisson. Voilà, donc ça, c'est un autre domaine. Voilà, on peut en parler une autre fois. Mais il y a l'arrêt cardiaque du sujet jeune. Vous avez des gens qui ont une hérédité, c'est-à-dire des maladies héréditaires. C'est des maladies de la mauvaise électricité du cœur. Ouais, quelqu'un, on dit qu'à 30 ans, il a fait un arrêt cardiaque. Ou alors, il y a des gens qui ont dans leur famille, on y a perdre des gens précocement, mais on ne sait pas trop pourquoi. Parce que malheureusement, en Afrique, on n'a pas souvent trop les moyens diagnostiques. Mais moi, je me souviens que le premier, enfin, la description d'une maladie qu'on appelle syndrome de Brugada, qui était très connue en Asie et puis aussi en Europe, des gens qui mouraient à peu près à l'âge de 40 ans, qui décédaient comme ça subitement, alors qu'ils n'ont pas de problème, et c'est surtout la nuit, c'est surtout les hommes, à peu près 8 cas sur 10, c'est des hommes, la quarantaine. Là-bas, on a dit ça, c'est au village qu'on fait ça. C'était comme ça là. Donc les hommes dormaient déguisés en femmes pour ne pas être pris la nuit pour aller travailler à l'au-delà. Sauf que le fait d'être déguisé en femme, ça n'empêchait pas que les hommes mouraient quand même. Donc, après, les chercheurs espagnols ont pu décrire cette maladie avec l'électrocardiogramme. Après, des autres modalités d'imagerie sont venues peaufiner ça, et puis l'analyse génétique pour comprendre que le syndrome de Brugada, c'est une maladie électrique du cœur au niveau des canaux sodiques, où il y a une altération de la dépolarisation et la repolarisation et la mauvaise électricité du cœur, et qui arrive effectivement surtout chez les hommes avec l'âge d'apparition vers la quarantaine, cinquantaine. Et ça paraît par contre l'emballement du cœur et l'arrêt cardiaque, mort subite, alors que vous n'avez rien. J'ai donc eu la chance de découvrir un cas chez le noir, après un deuxième cas, après un troisième cas, après un quatrième cas, jusqu'à 5 cas avec l'équipe de la Pitié-Salpêtrière. Donc, nous avons mis en évidence que les Noirs aussi sont susceptibles d'avoir le syndrome de Brugada. Et nous avons publié cela dans un journal international avant que les Tunisiens aussi publient leur série. Et donc, dans notre série, il y avait un Congolais, un Ivoirien, dans mon premier cas, c'était un Ivoirien, un Congolais, un Béninois, un Camerounais, et puis une 5e nationalité, ou alors peut-être qu'il y avait deux Congolais. Donc, on s'est rendu compte. Et ça, heureusement que c'était en France. C'est déjà qu'il était en France. Et l'histoire, par exemple, de l'Ivoirien est assez symptomatique de la réalité africaine. D'ailleurs, le patient ivoirien, là, c'était mon porte-bonheur. Parce qu'avec lui, on a fait plusieurs publications. J'ai été partout et aux États-Unis pour comment dire, présenter ces cas-là. Et le cas ivoirien, c'est quoi? Donc, c'est un monsieur qui, chez lui, et lui dans la région parisienne, il était à table avec sa famille le soir, il mangeait, et bah, il est tombé, perte de connaissance, la femme en panique et tout, un peu massé là, il est revenu à lui, et on a appelé le SAMU. Le SAMU est venu le prendre, il avait la cinquantaine, hein. Le SAMU est venu le prendre, électrocardiogramme, amené aux urgences de l'hôpital Saint-Camille, et moi j'étais le cardiologue de garde. Ce jour, on m'appelle aux urgences, je viens, je vois le malade, je vois l'électrocardiogramme. Et à l'électrocardiogramme, il y a des signes particuliers qui témoignent donc
d'une anomalie de la repolarisation du ventricule. Donc, c'est que l'électricité, il y a dépolarisation et repolarisation. Donc, il y a la partie où le cœur se repose un peu, la repolarisation. Donc, si ça ne se fait pas bien, ça peut entraîner un emballement du cœur. Donc, je vois l'électrocardiogramme, je dis, mais attends, ça, c'est le syndrome. On était en plein bout de ce syndrome-là. Ça venait d'être plus ou moins découvert par les trois frères espagnols, les Brugada. Voilà, Pedro, Giuseppe et puis Ramon. Ramon, c'est le généticien. Voilà. Donc, et je vois que non, ça, c'est le syndrome de Brugada. Alors, mais il fallait confirmer parce qu'on était quand même encore un peu, ça savait pas exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ainsi de suite là. Et donc, je transfère le malade à l'hôpital Pitié-Salpêtrière où je travaillais aussi avec l'équipe de la rythmologie de Pitié-Salpêtrière. On check le malade, on lui fait des examens supplémentaires, la stimulation ventriculaire programmée et tout, on déclenche donc l'emballement du cœur, fibrillation ventriculaire qui témoigne de ce que c'est dans la fibrillation ventriculaire qu'il avait faite et il avait perdu connaissance. Or, dans l'histoire, cet Ivoirien m'explique, parce que là, vous devez demander les antécédents du malade. Est-ce que dans la famille, il y a des gens qui ont perdu connaissance? Est-ce que les gens sont décédés? Et de quoi? Ainsi de suite. C'est là où il me raconte que son frère aîné, qui vivait lui en Côte d'Ivoire, est décédé subitement à l'âge peut-être de 48 ans. Lui, il avait, je crois, la cinquantaine. Donc, son frère aîné est décédé à peu près le même âge où lui, il a fait sa première alerte. Et là-bas, il est décédé. Bon, docteur, vous savez, bon, le village, c'est compliqué et tout ça. Là. Donc, on a étiqueté son frère décédé à cause du grand-père au village. Et nous, on voit donc que le malade a exactement le même tableau clinique et le même phénotype. Donc, c'est le même électrocardiogramme, échographie et tous les autres examens, les explorations, que ce qui est décrit dans la littérature, ce qui a été vu dans les pays asiatiques, comme au Vietnam, au Laos et tout, comme la maladie de la sorcellerie, où on vient chercher les vieux la nuit pour les emporter, alors que ce n'était pas ça. Directement, on pose dans le diagnostic de syndrome de Brugada chez le sujet noir, ce qui n'avait jamais été écrit. Parce qu'effectivement, vous savez qu'en Afrique, on n'a pas les moyens diagnostiques, on est en retard sur plein de choses. Donc, les gens meurent en Afrique, comme ça, là, on dit que c'est le sorcier. Évidemment, comme le monde scientifique n'avait donc jamais entendu parler de ce cas chez les Noirs, il faut toujours marquer l'histoire, dire que chez nous aussi ça arrive. Donc, on a pure Brugada syndrome, non, Brugada syndrome et pure Black Africans. Tant, paf, parti. Et tout le monde a repris ça. Même les recommandations parlaient que chez les Noirs aussi, on a décrit ça. Et donc, tout ça, c'est pour dire que vous allez voir quelqu'un qui a 40 ans. Il est bien portant. Il a même joué au foot le soir. Le lendemain matin, vous apprenez qu'il est décédé. Ou alors, la nuit, vous apprenez qu'il est décédé. Il est allé se coucher, il ne s'est pas réveillé. C'est le grand-père. C'est le terrain du village là. Vous savez, alors que c'est une maladie électrique du cœur. On appelle ça les maladies électriques du cœur. Donc, c'est la mauvaise électricité du cœur qui fait que. Donc, en général, c'est les personnes qui sont bien portantes. Et leur électrocardiogramme peut être normal à certains moments. Et à certains moments, ça montre donc le fameux signe du syndrome de Brugada. Mais le signe du syndrome de Brugada n'est pas permanent. Je vais, comme je vous parle de ça, je vais faire une petite publication avec l'imagerie. Par exemple, l'ECG du syndrome de Brugada et autres. Et donc, vous verrez que, imaginez donc, le malade, quand même, bon, docteur, bon, j'ai rien, je suis bien portant, je joue au foot, mais bon, je viens quand même faire un petit bilan. Vous lui faites le bilan, vous le faites l'électrocardiogramme, parce qu'en général, on fait quoi? Électrocardiogramme, échographie cardiaque. Quand vous avez fait ça, vous l'avez ausculté, il n'a aucun problème. Vous avez fait l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque, il n'a aucun problème. Serge dit, salut doc.
Ben, vous lui dites, OK, c'est bon, vous pouvez aller jouer. Pourquoi? Parce que l'électrocardiogramme est normal. L'échographie cardiaque est normale. Or, dans le syndrome de Bougada, par exemple, il y a plusieurs autres syndromes, hein, mais dans le syndrome de Bougada, l'électrocardiogramme peut être normal puisque la modification n'est pas permanente. Donc, si vous faites l'électrocardiogramme au moment où le malade a donc une repolarisation normale, vous allez dire normal. Et comme le syndrome de Bougada ne se manifeste pas par des douleurs, par de la fatigue et tout, non. C'est que le malade peut être comme ça, là, il perd connaissance, il fait une syncope, il revient à lui. Ou alors, il peut emballer son cœur et faire un arrêt cardiaque et décéder. Donc, l'échographie cardiaque du syndrome de Bougada est normale. C'est aujourd'hui parce qu'on sait faire d'autres imageries, comme l'IRM cardiaque, comme l'angiographie du ventricule droit. On peut voir certains signes indirects d'anomalie morphologique du ventricule droit. Mais ce n'est pas certain. Et donc, celui-là, un jour, sans qu'on ne sache comment et pourquoi, le cœur peut s'emballer. Pourquoi? Parce que il a donc cette anomalie dans le tissu, dans les canaux qui codent pour le sodium et qui vont faire que, à un moment donné, il y aura un trouble de la repolarisation. Et la personne va donc avoir ce que celui-là a eu au centre commercial. Et ça ne prévient pas. On ne sait pas trop à quel moment. Bon, on sait qu'il y a des facteurs qui peuvent entraîner ça. C'est si vous avez la fièvre, ou si vous prenez certains médicaments qui vont majorer donc l'hétérogénéité de la repolarisation. Si vous avez fait un effort très important et après, au décours de l'effort, avec donc le ressaut vagal, vous pouvez avoir ça. Mais bon, ça c'est plus même de la théorie, c'est plus que de la théorie, mais ce n'est pas absolu. Mais parfois aussi, sans savoir pourquoi, votre cœur pourrait s'emballer. Il y a d'autres maladies héréditaires, telles que le syndrome du QT long. Mais là, quand même, l'électrocardiogramme, on va voir un allongement du QT. On va avoir ce qu'on appelle la tachycardie polymorphique, catécholergique. Donc, c'est un afflux des sympathomimétiques, donc de la catécholamine, qui se déversent dans l'organisme. Et les catécholamines, on sait qu'elles excitent le cœur, excitent le muscle cardiaque. Et oui, il y aura un emballement du cœur. Mais là aussi, il y a sur le plan moléculaire, on sait qu'il y a une mutation des gènes de la guanidine, donc c'est un peu complexe. Donc c'est au niveau des récepteurs des cellules et tout. Donc tout ça là peut entraîner. Mais ça, c'est pas des choses qu'on voit. C'est pas des choses qu'on voit. C'est des choses qu'il faut analyser dans des centres spécialisés. Mais le sujet tout venant, il peut avoir ça, on ne le saura pas. Et dans les pays où la médecine n'est pas très évoluée, vous imaginez qu'il y a beaucoup de ces maladies qui se baladent dans nos populations sans que les gens ne soient au courant. Encore que même en Occident, avec le bilan classique qu'on fait, parce qu'on ne va pas faire les bilans compliqués à tout le monde, on peut passer à côté de certaines maladies qui ont une évolution insidieuse. Mais du jour au lendemain, tout ça va s'emballer. C'est pour vous dire que même avec le bilan moderne qu'on a aujourd'hui, de manière grossière, 30% des personnes qui ont une maladie cardiaque subclinique, donc c'est-à-dire qui ne se manifestent pas, ces personnes-là vont passer à travers les mailles du bilan diagnostique.
Donc, c'est toujours des sujets à risque de mort subite sans qu'on ne le sache. Et ça va survenir peut-être parce que la personne fait le sport. On sait qu'avec le sport, on a donc la bourre de notre système cardiovasculaire et le système neurologique, le système hormonal, le système autonome. Or, c'est toujours la gâchette et on pourra donc emballer son cœur et décéder. Tout ça, c'est pour vous dire que même avec tous les diagnostics modernes et dans les sociétés modernes comme occidentales, on ne peut pas éviter l'emballement du cœur, l'arrêt cardiaque chez tout le monde. Imaginez-vous donc en Afrique, dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. D'où la nécessité finalement, au-delà du préventif. Parce que pour prévenir, avoir une bonne hygiène de vie, ne pas fumer, faire du sport, perdre du poids, soigner son hypertension artérielle, soigner son diabète, soigner son cholestérol. Si vous faites déjà ça, vous avez diminué de beaucoup la malchance de faire un arrêt cardiaque. Maintenant, comme on ne peut pas avoir une prévention qui soit efficace à 100%, il reste quand même une part de probabilité que chacun de nous fasse un arrêt cardiaque. D'où savoir reconnaître un arrêt cardiaque et traiter l'arrêt cardiaque. Parce qu'une fois qu'on a pu récupérer le malade, on va donc lui faire un bilan exhaustif et ciblé pour aller connaître la cause de son arrêt et traiter cette cause-là. Donc, reconnaître l'arrêt cardiaque est fondamental. Et c'est dans la dernière partie de notre communication d'aujourd'hui où nous allons parler de la reconnaissance d'une victime qui a perdu connaissance. Non seulement elle a perdu connaissance, il faut que vous évaluez l'absence ou la présence de la respiration. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Mais déjà, une victime qui a perdu connaissance, c'est-à-dire que la personne, si on perd connaissance, c'est que on est tombé. On ne peut pas perdre connaissance étant debout. C'est déjà un premier signe de perte de connaissance. C'est toujours une victime qui, si elle est sur la voie publique, elle va être bougée. Forcément. Notre pilote était debout et suivant, il est tombé. Donc, soit vous voyez la personne tomber, soit vous trouvez la personne allongée. Alors, si vous trouvez la personne allongée, ce qu'il faut faire, déjà, vous appelez la personne. Vous l'appelez. Or, la personne ne répond pas. Je vais peut-être. Je vais un peu me rapprocher. Je pense que ce sera mieux comme ça. Voilà. Donc, la personne est allongée. Voilà. Alors, vous allez, monsieur, Daniel, la personne ne dit rien. Vous allez pincer la personne, on conseille de pincer là au niveau de l'épaule, de ce muscle là. Vous pincez la personne pour qu'elle fasse une grimace. Que la personne fasse une grimace. Si la personne, en la pinçant, la personne fait une grimace, c'est qu'elle n'a pas perdu connaissance. S'il n'y a pas de réponse verbale, il n'y a pas de réponse au pincement de la personne, vous dites, ah, ici, là, c'est tellement que la personne a perdu connaissance. Maintenant, la personne a perdu connaissance, il faut faire quoi? Il faut savoir si la personne respire ou ne respire pas.
Et pour savoir si la personne, est-ce que vous allez vous pencher, la personne est là. La tête de la personne est ici. Vous vous penchez avec votre oreille sur le visage de la personne et vous regardez le ventre. Vous regardez le ventre. Normalement, une personne qui respire, vous allez voir un léger mouvement du ventre et ou de la poitrine. En penchant la tête de manière horizontale. Vous voyez si la personne respire. Et vous pouvez même aussi, pendant que vous penchez, vous essayez de mettre votre paume de main au niveau de ses narines. Si vous sentez un léger souffle ou pas. Mais ceci, c'est en quelques secondes. Quelques secondes. Donc, vous constatez qu'il n'y a pas de mouvement respiratoire de la personne. Pas de réponse à l'appel. Pas de réaction au pincement. La personne ne respire pas. Il n'y a pas de mouvement de la respiration. Là, c'est un arrêt cardiaque sans respiration. Arrêt cardiaque sans respiration. Et l'arrêt cardiaque, donc la perte de connaissance sans respiration, c'est un arrêt cardiaque. Si la personne ne réagit pas et ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. Si la personne ne réagit pas, mais respire, le cœur n'est pas arrêté. Ce n'est qu'en ce moment que vous allez mettre la personne sur cette position-ci. Si la personne ne réagit pas et respire, la personne ne réagit pas et respire, vous mettez sur cette position, position latérale de sécurité. Mais je veux encore vous dire que c'est le cas le moins fréquent. Et c'est quand vous avez trouvé une personne allongée. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de témoin, vous venez vous trouver une personne. C'est là où vous faites ça. Si vous voyez la personne tomber, comme on a vu ce pilote tomber, là, c'est clair que c'est un arrêt cardiaque. Donc, cette personne-là, forcément, ne respirait pas. Vous devez donc adopter la deuxième attitude qui doit être la plus fréquente. C'est que le patient qui ne réagit pas et ne respire pas, vous ne mettez pas en position latérale, que moi j'appelle d'insécurité, mais en position décubitus dorsal. Décubitus dorsal. Le pilote, la première faute faite par les gardiens les agents de sécurité en jaune, c'était de l'avoir mis en position latérale de sécurité. Non. Je vous ai dit que si la chute de la personne, la perte de connaissance, se fait dans un délai d'1 heure après le début des symptômes, c'est forcément l'arrêt cardiaque. Ça veut dire que ce malade-là ne respire pas. Vous n'avez pas besoin même d'aller vérifier. Ici, là, on n'était même pas, on va pas dire moins d'1 heure. C'était en quelques secondes, puisqu'on l'a vu. Bien important, il a fait ses courses, il est là-bas, il est en train de payer. Au moment de payer, c'est là où il tombe. Donc, on est en train de voir l'événement. Donc, c'est un arrêt cardiaque. Donc, il ne respire pas. Donc, on va le mettre là, ça là, sur un plan dur. On dégage tout. Mais comme il y a témoin, là, les gens ont vu. C'est-à-dire que vous, qui venez secourir, vous n'avez pas besoin d'appeler les secours, puisque les secours sont déjà là. Mais si vous êtes, par exemple, seul, au détour d'une rue, vous voyez un homme allongé.
Vous allez rapidement appeler là. Monsieur, 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 tapoter. Vous avez pincé là. La personne, il n'y a pas de grimace, il n'y a pas de. Vous avez regardé s'il y a la respiration et tout. Il n'y a pas de respiration. La première des choses, votre téléphone, vous appelez le SAMU. Si vous êtes en France, c'est le 115. Si vous êtes au Cameroun, c'est le numéro du SAMU. Si c'est, enfin, bref, si vous êtes au Sénégal, il y a le numéro du SAMU. Vous appelez, dès que vous avez appelé, je suis à tel endroit, machin, tout, et tout ça là, vous dans votre position et tout, et vous mettez la personne en décubitus dorsal. Vous avez dégagé, s'il avait une cravate, vous enlevez la cravate. Une ceinture, vous enlevez la ceinture. Bon, si vous voulez, vous enlevez les chaussures, vous pouvez ne pas enlever les chaussures, c'est pas ça le problème. Au moins, la ceinture, la cravate, vous libérez, position latérale, enfin, décubitus dorsal. Et puisque la personne sera peut-être, c'est en route sur comme ça, là, au centre commercial. Donc, c'est à même le sol là. Vous avez mis et vous commencez le massage. Si c'est que vous êtes, je ne sais pas, c'est dans la maison, dans une maison, dans la chambre et tout, avec les lits, il faut vous assurer quand même que le lit est suffisamment, le plancher est ferme. Mais ce qui est, donc n'hésitez pas si vous pouvez à ramener la personne au sol. Si c'est que le lit n'est pas ferme, parce qu'il faut un plan dur, un plan dur. Nous, à l'hôpital, vous avez des sabots. Les sabots, la personne est là, la poitrine est là, au niveau du sternum. Vous avez une main qui est là, l'autre est au-dessus. Ça dépend de comment vous travaillez vos mains. Vous avez comme ça là, au niveau du creux sternal. Vous devez être à un rythme d'environ 100 à 120 battements par minute. 120 battements par minute. Alors, vous avez compris pourquoi le premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'appeler le secours. Pour quelle raison? Là, comme ça, là, vous ne pouvez pas faire ça pendant longtemps. Impossible. Impossible. Là, moi, je suis déjà fatigué alors que c'était une simulation. Or, vous devez le faire. Le massage cardiaque doit durer le plus longtemps possible. Or, si vous avez appelé le secours et vous avez démarré, vous espérez que les secours vont venir peut-être dans 5 minutes, peut-être dans 3 minutes, même si c'est dans 10 minutes. Donc, vous massez quand même. Vous massez, vous massez, vous massez. Au moins 100 par minute. Entre 100 et 120. Donc, ne massez pas comme ça, là. Et dès que les secours sont arrivés, vous laissez la place à un des secouristes qui doit aussi faire la même chose pendant que vous vous reposez. Mais dans ce repos-là, vous allez vous assurer que le malade commence à avoir certains signes de retour en vie. Certains signes de retour en vie. Normalement, on doit, si on peut, si on est dans un milieu, par exemple, hospitalier et tout, avec le masque à oxygène, avec un masque, on va faire 2 ventilations pour 30 massages. 2 ventilations pour 30 massages. Mais alors, il faut donc qu'on s'assure qu'on ventile bien. Il ne faut pas ventiler pour ventiler. Pour être sûr que vous ventilez bien, je vais vous mettre une image, mais vous l'avez même déjà peut-être vu. Attendez rapidement, je vais voir si je peux
Ah ben, c'est même peut-être, est-ce que c'est ici? Non. Je vais voir si je peux vous passer l'image de, c'est important, on est dans le même truc didactique. Je vois si je peux vous passer l'image de la ventilation. L'image de la ventilation. Attendez, attendez. L'image de la ventilation. On voit l'image de la ventilation. Elle est où? Ah, vidéo. Ouais, que je vais vous. Une petite minute, les gars. On va voir l'image. Voilà. Est-ce que ça peut être ça? On va voir l'image de la ventilation. Et tac. Donc, pendant que ça charge, vous allez voir. Donc, ici, c'est quoi? Je prenais du studio. OK. Vous allez donc, normalement, ventiler. Or, pour ventiler, il faut déjà libérer les voies aériennes. Si la personne a un dentier, il faut enlever le dentier. Vous allez tenir là le cou en arrière, comme ça. Ouvrir la bouche, s'assurer qu'il n'y a rien à l'intérieur et vous mettez le masque. Le masque doit prendre le nez et la bouche en même temps. Voilà. Et vous allez donc, avec une main, vous allez tenir le masque et puis la mandibule. Et avec l'autre main, vous ventilez. Mais en réalité, l'idéal serait que ce soit la personne qui masque, qui ventile, puisque on ne masque pas tout en ventilant. On ventile, on masque 30 fois et on arrête. Alors, je reviens maintenant à vous. Oh là là, où est-ce que je suis? Alors maintenant, je vais présenter fichier vidéo, parcourir, voilà. Para el Instagram, sonriendo. Qué guapo. Alors, vous voyez, regardez la position de la dame qui va. C'est moi qui ventile. Se nos Vous está voyez, escuchando. c'est moi qui Sonriendo ventile. todos. Yeah, Elle nice tient smile, cheese. bien le masque. Allez, Madre mía, après 30, hermoso. je ventile. Voilà. Donc, vous constatez. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Donc, vous constatez que c'est la personne qui masse qui après ventile. La personne qui masse 30 compressions, après, elle ventile. L'autre tient juste bien le masque qui doit être bien calé au niveau donc du nez et de la bouche. Et quand vous ventilez,
vous devez voir le thorax bombé et revenir dans sa position initiale. Bomber et revenir dans sa position initiale. Là, la ventilation se fait bien. Mais évidemment, on comprend que là, on est déjà dans le milieu hospitalier. C'est de la réanimation un peu avancée. Mais pour le citoyen lambda, qui peut être en face d'une victime d'arrêt cardiaque, ce qu'il faut savoir faire, c'est masser. C'est reconnaître un arrêt cardiaque. Reconnaître un arrêt cardiaque, une fois de plus, le malade, vous avez appelé, il n'a pas répondu, vous l'avez pincé, là, il n'a pas réagi, vous vous assurez que le malade respire. Vous devez voir en penchant votre oreille vers son visage, vous regardez vers les pieds et vous voyez un léger mouvement du ventre et de la poitrine. S'il n'y a pas ce léger mouvement du ventre et de la poitrine, ça veut dire que le malade ne respire pas. Vous mettez le malade en décubitus dorsal sur le dos, sur une surface dure. Et après avoir appelé le secours, vous commencez à masser jusqu'à l'arrivée du secours. Et quand les secours sont arrivés, quand vous avez massé, à un moment donné, vous pouvez arrêter quelques secondes pour voir s'il y a un pouls. Et le pouls, vous allez le regarder ici, là, au niveau du creux de la jonction entre la mandibule et puis le muscle sternocléido-mastoïdien. Donc là, comme ça, là, vous palpez le pouls. Vous devez sentir le pouls. On peut aussi palper le pouls au niveau de l'aine. Là, vous allez voir une masse battante. C'est le pouls fémoral. Ou alors le pouls carotidien. Vous devez avoir ça. Si vous avez ça, et en plus, si on est déjà en milieu hospitalier, par exemple, on va transporter le malade, on va le brancher avec un électrocardiogramme, on va voir s'il y a en fait un rythme sous-jacent. Mais idéalement, c'est d'avoir un défibrillateur. Dans un lieu public, nous devons avoir un défibrillateur. Dans toutes les grandes surfaces où il y a de la masse, normalement, il doit avoir un défibrillateur. Je vous ai expliqué tout à l'heure que, en réalité, on dénombre en nombre absolu plus de cas d'arrêt cardiaque dans la population générale, dans la masse. Des gens qui se mouvoient à gauche, à droite, qui bougent, qui vont dans les supermarchés, les gens a priori en bonne santé, mais nous sommes tous des malades ambulants. Donc, dans des lieux publics, les stades, les gares, aéroports, centres commerciaux, marchés, les marchés publics, en plein air et tout, il doit normalement avoir un défibrillateur automatique externe qui, quand on va donc brancher les patchs, là aussi, je crois que c'est une autre vidéo que je dois vous montrer parce que c'est quand même important de voir le défibrillateur, comment ça marche. Alors, défibrillateur, est-ce que c'est ça ici? Bon, je vais mettre ça. Je pense que ça peut peut-être être utile. Donc, dans les lieux publics, il doit y avoir des défibrillateurs. Et ce n'est pas compliqué, hein? C'est plus spectaculaire que difficile à manier. C'est que c'est défibrillateur automatique. C'est-à-dire que dès que vous avez branché les palettes, les patchs, je vais vous montrer, vous allez voir ça là. Une fois que vous avez branché ça, vous avez allumé
le défibrillateur, vous avez déclenché en fait sa reconnaissance du rythme. Ça va reconnaître automatiquement. Sauf qu'à un moment donné, puisque vous êtes en train de masser, vous êtes en train de masser, vous êtes en train de masser. Et à un moment donné, vous cessez de masser pour que le défibrillateur reconnaisse le rythme sous-jacent, le rythme naturel du cœur. Et s'il voit que le cœur est toujours en emballement, il va charger dans l'énergie, il va charger l'énergie et va donc dire, c'est bon, je suis chargé, écartez-vous et déclencher la défibrillation. Donc tout le monde devra s'écarter parce que si vous êtes encore, si vous touchez le malade ou alors vous touchez le lit à côté, vous pouvez avoir la décharge électrique. Donc vous vous écartez, ça va et vous appuyez sur le bouton qui va donc envoyer le choc de défibrillation. Et dès que le choc est envoyé, tac, vous recommencez à masser. Vous recommencez à masser. À un moment donné, vous arrêtez un peu, on voit si le rythme normal est revenu ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est le défibrillateur. Donc, c'est l'autre étape. C'est la troisième étape des gestes qui sauvent. Le premier geste, c'est appeler le secours. Deuxième geste, c'est masser. Troisième geste, c'est utiliser le défibrillateur. Si vous avez appris à reconnaître alors là, on va juste repartir donc vers, je vais vous mettre, alors ça, je vais supprimer ça et je vais faire quoi? Présenter, fichier, parcourir, on fait ça. What we really would like to see is as minimal as possible interruptions No to shock chest delivered. compressions. And so, Start as in my MC, CPR. for example, Push Mary to match is the compression tone. onto the chest. I'll come around her and let her know that I'm going to work around her. So firstly, without Donc là, interrupting vous her, voyez we need comment to get the left il va lateral poser position. pendant que vous massez. Vous laissez un And peu then, la possibilité once de I'm mettre ready, I'll les let patchs. Mary know, no, I'm ready to put the Continue patch on. CPR. Allez, And then ouais, as soon as vous Mary enlevez un lets me peu on le there, temps qu'il le mette. Dès qu'il a mis, very nice and vous continuez à smooth. masser. Sometimes, so there should Ouais. be another Donc ça person doit in être there très too, rapide. ideally, because one person will be on the airway. Whoever is doing a defib in Continue this scenario CPR. will be able to move freely. Donc vous voyez que le whilst défibrillateur another vous dit, individual is ça vous dit helping continuez de masser. Now, you may À un say moment donné, to ça va Mary vous dire that arrêtez de masser. pads like this, or where I work, we're using in a lot of hospitals around London in the future because it shows that when we get the patients back, we can see they've had a good rate, a good rhythm, less time off the chest. Ça vous dit de So continuer. when we go to do whatever procedure, the Ouais, c'est là lubrication is included le- as much as possible. Le sigle là, So de if la you've got foudre. the old-fashioned pads, one is underneath right Le back, sigle de la and foudre, it's c'est là really like qu'on va appuyer pour que ça And décharge you like you donc, mentioned, le two courant de colored défibrillation. Stop CPR. It Ça vous doesn't dit d'arrêter. matter, because both of the pads Analyze. Ne just touchez pas le fit patient. together. Allez, You just ouais. need to make sure it's the Ça, right là, ça, shape ce cycle là, no ça veut dire que vous matter what devez patch is taken. choquer. Voilà. Donc, notre petite causerie médicale est arrivée à son terme. Je vais juste regarder donc les questions. S'il y a des questions, je vais répondre aux questions. Mais pour résumer, déjà, une fois de plus, évitez d'être dans le groupe à risque de faire un arrêt cardiaque. C'est les personnes dépassées la quarantaine qui n'ont pas une hygiène de vie correcte, qui sont gros, obèses, avec le ventre bien portant, qui fument, qui ne font pas le sport, qui boivent exagérément, qui sont diabétiques, qui sont hypertendus, qui ont le mauvais cholestérol. Ceux-là
sont vraiment à risque de faire un arrêt cardiaque. Et la première cause d'arrêt cardiaque chez les sujets de plus de 40 ans, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose des artères du cœur. C'est la cardiopathie ischémique, l'angine de poitrine. La mauvaise graisse va tapir les artères du cœur. La mauvaise graisse va boucher les artères du cœur et une des plaques d'athérome peut se détacher et aller emboliser en distalité et entraîner un infarctus du myocarde. Donc, l'infarctus du myocarde est la première cause d'arrêt cardiaque chez les sujets de plus de 40 ans. Chez les sujets plus jeunes, de moins de 35 ans, c'est les maladies héréditaires, les maladies électriques du cœur. Il y a par exemple la cardiomyopathie hypertrophique, le cœur qui est hypertrophié, qui est très gros. Plus il est gros, plus il est à risque de s'emballer. Et c'est la première cause de mort subite chez les sportifs. On nous a dit que c'est de ça que Marc-Vivien Fouet est décédé, mais j'ai un doute. Mais bon, officiellement, il est décédé de cardiomyopathie hypertrophique. Il y a le syndrome du QT long. C'est un allongement donc de la repolarisation. Et avec possibilité d'emballement du cœur. C'est dû à la mutation de certains gènes. Il y a plusieurs gènes qui mutent dans le syndrome du QT long. Il y a même le syndrome du QT court. C'est aussi une autre mutation différente de celle du syndrome du QT long. Il y a le syndrome de Brugada. Il y a la tachycardie polymorphique cholinergique. Et ceux-là, par exemple, on va leur interdire de faire du sport parce que c'est plutôt en faisant du sport que le cœur va s'emballer. Il y a des causes inconnues. Il y a le syndrome de repolarisation précoce. Il y a plusieurs entités qui sont dans le lot des cardiomyopathies arythmogènes. Il y a la dysplasie arythmogène du ventricule gauche, qui est en fait une dysplasie cardiomyopathie arythmogène, parce que même le ventricule gauche aussi peut être atteint. Vous avez une panoplie de maladies électriques du cœur. Ça, c'est sur les sujets donc de moins de 35 ans. Une fois que on a éliminé les causes susceptibles d'entraîner ça, il reste toujours une zone grise où on ne sait pas comment détecter les sujets à risque. Et donc, on aura toujours des arrêts cardiaques. Et parce qu'on aura toujours des arrêts cardiaques, il faut savoir faire la réanimation. Parce qu'il y a un principe qui est vrai dans la réanimation cardio-pulmonaire. C'est que plus tôt on intervient, mieux on a les chances de sauver le malade. Plus tard on intervient, moins on a les chances de sauver le malade. Et si on sauve même le malade, on va le sauver avec des dégâts au niveau du cerveau. Parce que la période au cours de laquelle le cerveau n'est pas irrigué parce que le cœur s'est arrêté, cette période-là, elle est très importante. Il faut qu'elle soit la plus courte possible. C'est ce qu'on appelle le no-flow. Le no-flow. Le no-flow, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du sang du tout qui arrive au cerveau. Le low-flow, ça veut dire qu'il y a du sang, mais en très petite quantité. Et il y a le reflow. On doit restaurer la circulation sanguine au niveau du cerveau pour éviter justement qu'on récupère quelqu'un qui va finalement avoir une démence sénile parce que plusieurs parties du cœur, plusieurs neurones sont grillés. Donc, il est important d'intervenir le plus tôt possible. Plus tôt on intervient, plus on a des chances. Et savoir donc reconnaître l'arrêt cardiaque. On appelle, on pince, savoir reconnaître si le malade respire ou pas. On va se pencher la tête, l'oreille vers le visage de la personne. On regarde vers les pieds et on voit s'il y a des mouvements de bascule du ventre et de la poitrine. S'il n'y a pas de mouvement de bascule du ventre et de la poitrine, donc il n'y a pas de respiration, on met le malade dessus. Donc, évitez de me mettre le malade
en position latérale d'insécurité. Évitez ça, évitez ça. C'est trop, c'est trop. Puisqu'il faut masser le malade, c'est le massage qui sauve. Vous pouvez ne pas avoir le défibrillateur derrière, qu'il n'y en a pas beaucoup dans nos contrées, mais savoir masser. Masser au niveau du creux. Ne dites pas que le cœur est ici, là, parce que il y a l'effet d'optique, hein. C'est ma gauche ici, là. Le cœur est là. Donc, vous allez mettre la main ici pour masser. Non. La paume de la main, là, cette partie-ci, là, doit être au niveau du creux et l'autre main au-dessus. Donc, vous allez être comme ça, là. Et vous ne devez pas masser étant comme ça, là. Vous devez être position verticale. Tac, 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 tac. Bien. Sur un plan dur. Le malade doit être sur un plan dur. Vous massez bien. Tac, 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 tac. 100 battements par minute. Au moins, entre 100 et 120. Vous massez, jusqu'à ce que vous fatiguez. Si vous êtes fatigué et qu'il y a quelqu'un, passez la main. Passez la main. Et la personne qui est en train de regarder doit bien regarder comment on masse. Quand elle va venir masser, elle doit faire la même chose. Vous devez observer, vous dire que non, non, bon, allez, va un peu plus vite, ainsi de suite là. Ça parce que un massage qui n'est pas profond, qui n'est pas bien fait, il est plutôt délétère. Et si par chance, les gens viennent avec le défibrillateur, on va brancher le défibrillateur. Et vous pouvez laisser juste quelques secondes le temps maintenant, si c'est des défibrillateurs, bon, dans nos pays là où on est pauvre, les patchs ont dit que ça coûte cher, les gens, il y a encore les palettes. Les palettes, il faut mettre absolument le gel sur la palette. N'oubliez pas mettre le gel et beaucoup de gel parce que les palettes sur la peau du malade, ça brûle. Ça brûle. Donc, vous devez mettre assez de gel sur les deux palettes avant de les poser là. Et vous allez appuyer pour déclencher la charge. Dès que c'est chargé, à un moment donné, ça vous dit, ça siffle que c'est prêt. Et tout le monde doit se dégager. Tout le monde doit se dégager. Et vous allez appuyer. Mais là, c'est des défibrillateurs semi-automatiques. Et pour des personnes toutes venantes qui n'ont pas une formation médicale, c'est compliqué. C'est pour ça que nous devons investir dans le défibrillateur automatique externe. C'est-à-dire que le défibrillateur, vous mettez juste les patchs, comme vous avez vu là, dans l'image tout à l'heure. Vous mettez, l'appareil reconnaît lui-même que non, là, il y a emballement. Parce que si c'est par exemple une asystole, c'est-à-dire que le cœur ne bouge pas, le défibrillateur ne va rien faire. Le défibrillateur ne fait rien. Si c'est un rythme qui est choquable, le défibrillateur va charger. Ça charge, ça vous dit, continuez à... Lui, ça charge, et après, ça vous dit stop. Quand il a déjà chargé, et il a encore reconnu, et il va seulement vous dire d'appuyer pour déclencher le choc. Vous assurez qu'il n'y a plus personne autour. Et donc, c'est spectaculaire, mais c'est réalisable. Il faut juste un training des personnes. Training. Pour voir que, ben oui, on peut le faire, c'est pas extraordinaire. OK? Alors, Roland, Gilles Mbela me dit, Doc, lors d'une conférence en 2013, le prof Agbeton recommandait l'acquisition des défibrillateurs dans tous les centres de santé et les structures plus au Cameroun. Et en effet, il faut investir. Il faut investir dans ça. Alors, très bonne question. Serge dit, Doc, y a-t-il un risque de casser des côtes pendant le massage? Oui, il y a un risque de casser des côtes. Oui, évidemment que vous voyez un peu, quand vous faites ça, tac, 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 il y a un risque. Bon, il ne faut pas être sauvage. Il ne faut pas être sauvage. Mais il ne faut pas être moumou. Parce que il doit avoir, je vais vous mettre une vidéo pour vous montrer un peu la profondeur de la compression. Pour pouvoir toucher le cœur et masser le cœur. Parce qu'il faut toucher le cœur à l'intérieur.
dans la profondeur, voilà, qui est d'à peu près 1 centimètre, 1 à 2 centimètres. Mais, selon la morphologie de la personne, la fragilité de son tissu squelettique, vous pouvez casser une côte. Il y a un principe dans le massage cardiaque qui dit il vaut mieux casser une côte que d'arrêter le cœur. Il vaut mieux casser une côte que d'arrêter le cœur. Donc, vous massez. Vous massez. Vous avez cassé la côte, c'est pas grave, vous devez quand même continuer à masser. Mais ne soyez pas très brutaux pour vraiment casser toutes les côtes. Mais, si on casse une côte, on continue quand même. Alors, Paulin Salomon me dit comment déboucher les artères du cœur coronaire. Votre point de vue sur l'utilisation des statines pour le traitement du cholestérol, car beaucoup de vos confrères ont des avis partagés. Alors, comment déboucher les artères du cœur? Effectivement, quand on fait un arrêt cardiaque, c'est un sujet qui est plutôt à risque d'avoir une maladie des artères coronaires parce que la personne a plus de 40 ans, la personne en plus a des facteurs de vie, peut-être diabète, peut-être obèse, peut-être hypertendu, voilà. Dès qu'on a récupéré, parce que la première des choses d'abord, c'est de pouvoir récupérer avec le massage et peut-être le défibrillateur. On a appelé le SAMU est venu, on a mis de l'oxygène, on l'a intubé, voilà, et la personne respire maintenant avec une machine et on a transporté la personne dans un centre de cardiologie qui a de la cardiologie interventionnelle, dans une salle de cathétérisme cardiaque pour faire une coronarographie. La coronarographie, c'est l'opacification des artères du cœur. Et on regarde dans des caméras et tout, on voit effectivement les artères, s'il y a une artère bouchée. S'il y a une artère bouchée, on va déboucher l'artère. On va déboucher l'artère par de l'angioplastie. On fait de l'angioplastie, c'est-à-dire qu'avec les mêmes cathéters qui ont permis d'opacifier, on va donc introduire un cathéter qui a un ballon au bout, et puis le ballon va gonfler et va déployer un ressort qu'on appelle un stent. C'est ce qu'on appelle l'angioplastie transluminale avec pose de stent. Et une fois qu'on a posé les stents, il faut donner des antiagrégants plaquettaires pour qu'il n'y ait pas une sténose et surtout qu'il n'y ait pas de thrombose du stent. On va donner une double antiagrégation plaquettaire pendant 6 mois à 12 mois et après, on va donner un seul antiagrégant plaquettaire. Alors maintenant, les statines. Les statines, c'est quoi? Les statines, c'est des médicaments qui luttent contre le mauvais cholestérol, qui baissent le cholestérol. Parce qu'on sait que le cholestérol, surtout le LDL cholestérol, participe à la genèse de l'athérome, donc la mauvaise graisse qui va tapir les artères du cœur. Et donc, les statines anti-cholestérol vont donc permettre donc de diminuer le taux de cholestérol et de diminuer même la progression de l'athérome. Mais il faut dire que vous avez des patients qui ont une maladie coronaire, une athérosclérose, l'angine de poitrine, sténose des artères coronaires, mais qui ont un taux de cholestérol et des fractions de cholestérol qui sont plutôt quasiment dans la norme pour un sujet normal, lambda et tout. Mais même à ceux-là, à partir du moment où ils sont dans la maladie coronaire déjà, on leur donne les statines, pas simplement pour baisser même le cholestérol, mais effectivement pour baisser au maximum, c'est qu'il y a vraiment des taux inférieurs à 0,7 grammes par litre du LDL cholestérol, mais aussi parce que les statines ont des effets pléiotropes, parmi lesquels les statines stabilisent les plaques d'athérome. C'est-à-dire qu'il y a déjà une plaque qui est là. Ça va baisser le taux de cholestérol. Donc, ça va éviter que ça… Mais donc, le fait de donner la statine va faire que la plaque formée va se stabiliser, ne va pas progresser, ne va pas grandir. Et ça évite donc des récidives d'infarctus.
Donc, les statines sont données à un malade qui a, par exemple, 1 gramme par litre de LDL cholestérol. S'il n'a pas fait un infarctus, un AVC, il n'a pas une maladie ischémique des membres inférieurs, normalement, on ne donne pas la statine. Mais sur le malade qui a déjà fait, qui est déjà rentré dans la maladie athéromateuse, donc en prévention secondaire, on va lui donner une statine pour baisser le plus possible le cholestérol. Merci Freddy Lucchini pour ta belle parole. Prof connaît sa chose. Merci pour ce direct d'un très haut niveau scientifique. Merci, merci beaucoup. Alors, Paulin Salomon disait encore, quelle est votre position sur le cholestérol et les statines? Bon, je pense que j'ai répondu. Donc, pour préciser une chose, oui, effectivement, j'ai toujours dit que les statines sont les molécules les moins bien prescrites en médecine. Les statines sont les molécules les moins bien prescrites en médecine. Les gens ne respectent pas les recommandations de la prescription de statine. Celui-ci va vous donner la statine exagérément, l'autre ne va pas donner quand il faut donner, ainsi de suite. Mais en réalité, les gens ne savent pas donner les statines. Vous voyez quelqu'un qui a un LDL cholestérol à 1,5. Normalement, il faut être en dessous de 1,5, autour de 1, 1,2. Quand on n'a pas de maladie des artères, on n'a pas fait un infarctus, on n'a pas fait un AVC, on n'a pas une ischémie des membres inférieurs, on n'a pas vraiment des plaques au niveau, quand on a fait le doppler des artères carotidiennes, on n'a pas des plaques d'athérome. On n'a rien de tout ça, mais parce que on a le cholestérol total qui est à 2,5, il doit être autour de 2 grammes par litre, il est à 2,5. Le LDL cholestérol doit être autour de 1, il a 1,5. Le médecin traitant ou même certains cardiologues vont vous donner les statines, ça ne sert à rien. En prévention primaire, c'est qu'on n'a pas fait la maladie athéromateuse. En prévention primaire, on ne donne les statines que si les taux sont très élevés, on a une maladie, une dyslipidémie familiale, et que voilà, taux très élevé, on peut rentrer très précocement dans la maladie coronaire au jeune âge et tout. Oui, et surtout si le régime n'a pas marché, on peut donner. Mais je suis un patient qui n'a pas de facteur vraiment de risque particulier et qui a juste un peu de mauvais cholestérol, on va dire, vous ne donnez pas la statine. Le rapport risque-bénéfice n'est pas en faveur de la prise de cette molécule. Et en plus, vous savez qu'il y a des effets secondaires des statines, hein. Des douleurs musculaires, problèmes hépatiques. Non, il ne faut pas donner à tout le monde. Je dirais, et il dit, il y a du chemin à parcourir chez nous. Quand je pense qu'en Occident, on trouve les défibrillateurs dans tous les lieux publics. C'est une question de volonté. Vous voyez, c'est une question simplement de bonne ou de mauvaise gouvernance. Ce n'est pas compliqué. En plus, l'État peut imposer aux entreprises d'avoir des défibrillateurs. L'État peut imposer aux centres commerciaux d'avoir des défibrillateurs. Et que les services de sécurité aient la maîtrise de la réanimation cardio-pulmonaire, des premiers secours. Et ensuite, l'État peut instaurer dans le cursus de formation des étudiants le secourisme. Ça doit faire partie du curriculum des formations. Comme on a le permis pour conduire, c'est comme ça qu'on devrait même avoir aussi ça pour être même autorisé à conduire, à faire... voilà, c'est une question de volonté politique. Et je peux vous assurer que quand j'arriverai là-bas en haut, vous allez voir comment ça va changer. J'ai appris qu'il faut donner des coups fermes. Très fermes. Bon, en fait, normalement,
Ce qu'il faut faire, c'est masser, 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 masser. Mais il y a des circonstances bien particulières où, effectivement, en donnant des coups au niveau du précordium, là, on peut faire repartir le malade. Mais vraiment, c'est dans des circonstances assez particulières. Il faut plutôt être dans le classique. Le classique, c'est sternum et voilà, masser. Ok, chers amis, le syndrome enfin, c'est Brugada, B-R-U-G-A-D, se soigne après diagnostic. Oui, oui, très bonne question. Oui, le syndrome de Brugada. Si on vous découvre donc que vous avez un syndrome de Brugada et que vous êtes à risque de faire une mort subite. Pourquoi? Parce que vous avez fait, par exemple, une syncope. Parce que dans le syndrome de Brugada, vous pouvez tomber, vous perdez connaissance pendant quelques secondes et vous revenez à vous. Quand on fait le bilan, on se rend compte que vous avez le syndrome de Brugada. Si vous avez fait une syncope une fois, vous pouvez en faire une seconde fois et vous pouvez finalement même faire plutôt un arrêt cardiaque et décéder. Donc, si vous avez un antécédent de syncope chez vous, si dans la famille, les gens ont le syndrome de Brugada, ils sont décédés jeunes, si on est allé dans le cœur, on a titillé le cœur, on a essayé d'emballer le cœur, on a réussi. Bon, c'était au départ, on faisait ça, après on a dit que ça sert à rien. Maintenant, on revient encore vers le fait que le fait de faire de la stimulation ventriculaire programmée peut entraîner, enfin, et qu'elle est positive, c'est-à-dire qu'elle emballe le cœur, ça veut dire que vous êtes à risque. Donc, dans ces conditions, on va vous mettre un défibrillateur automatique implantable. C'est comme un airbag pour que, au cas où, si le cœur s'emballe, le défibrillateur va envoyer un choc de défibrillation. On peut aussi vous donner, aujourd'hui on le fait, on peut donner certains médicaments, des anti-arythmiques comme la quinidine, parce que des gens qui parfois emballent assez souvent, la quinidine va essayer de calmer les choses et comme ça vous allez moins utiliser votre défibrillateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que le fait d'avoir un défibrillateur, que le défibrillateur envoie donc des chocs pour désemballer le cœur, ce n'est pas bon parce que déjà, ça altère la qualité de vie. Vous allez, parce que vous ressentez le choc et vous aurez toujours peur, est-ce que je vais encore choquer? Donc, ça peut vous enfoncer dans la dépression, altérer la qualité de vie et puis bon, c'est pas bon. Et puis, les gens qui font souvent plus d'emballement et puis des chocs de défibrillation, on s'est aussi rendu compte qu'ils meurent plus que ceux qui ne font pas des emballements et des chocs. Donc, on peut quand même donner ces médicaments, les la quinidine pour essayer de calmer votre orage rythmique. On va dire ça comme ça. Donc, le défibrillateur automatique implantable, c'est le traitement qu'on a aujourd'hui pour le syndrome de Brugada symptomatique. Ce live mérite 1 million de likes. C'est Gérard et il dit merci beaucoup. Non, vous savez, moi, j'ai pas besoin d'1 million. Là, vous étiez parfois monté à 33. Ça me va. Vous savez, hein. Nous, on est des modestes, hein. On n'est pas des papes du Japon. Donc, voilà. On fait ce qu'on peut, hein. Au moins, le jour où on meurt, on se dit, Dieu va dire, bon, tu es allé là-bas même. Bon, tu as me fait quoi? Hein? Tu n'étais pas plus méritant que à Tangana ou Gérard. Là, bon, toi, j'ai fait en sorte que toi, tu as un cursus qui te permettent d'arriver là où tu es arrivé. Bon, avec les petites connaissances que tu as engagées, tu as fait quoi? Hein, tu es resté avec ça, tu buvais tellement l'odontol avec tes petites au quartier, ou alors tu as distribué, tu as partagé tes connaissances avec la population. Mon père, j'ai fait ce que je peux. Bon, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Non. Je te demande pas s'il y avait beaucoup de gens. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce qu'il y avait au moins une personne? Oui, mon père, bon, avec une personne. Tu sais que tu auras sauvé une personne. C'est ce que je fais. OK, allez, viens t'asseoir à côté de moi. Donc, j'espère.
OK. Bien, chers amis. Merci à tout le monde. Cédric Chimeni, Freddy Lucchini, Men, Mamou Lise, Luc Patrice Ngimbis, Faustin Tala, Gustave Ebonge, Roland Jimbela, Ripolin Chio, Ferdi Loba, Paulin Salomon, Gérard Idi, Freddy Lucchini, j'ai déjà dit, Serge Di, Men, Auré Digital, bon, je pense que je n'ai oublié personne parmi ceux qui ont mis des commentaires. Allez, merci à tout le monde. Keep in touch. OK? Ciao.